Bonjour, c'est Robin du podcast de l'Externe et aujourd'hui on se retrouve ensemble pour un item de cardiologie, l'item 230 sur la douleur thoracique aiguë. Voilà, alors on a déjà fait l'item spécifique sur le syndrome coronarien aigu, mais là c'est un peu plus global. En fait, on va parler de toutes les douleurs, toutes les étiologies en tout cas qui peuvent donner une douleur thoracique aiguë. Et on va voir un petit peu ce qu'on va faire comme démarche diagnostique, etc. pour trouver la vraie étiologie. Donc on va commencer par la définition d'une douleur thoracique aiguë. Comment on peut la définir? Donc c'est la douleur, donc une gêne, ça peut être aussi dans la région de la cage thoracique. Voilà, tout le monde sait où c'est, mais ça va être entre le cou et l'ombilic qui va survenir de manière brutale. Ça c'est la traduction française, on va dire, de douleur thoracique aiguë. Il va y avoir des caractéristiques variables selon l'intensité, la localisation, l'irradiation ou pas, la durée, s'il y a un facteur déclenchant ou au contraire soulageant, et la fréquence. Alors, il va falloir savoir rechercher une détresse vitale devant cette douleur thoracique. Donc, ça peut être une détresse respiratoire aiguë, première détresse vitale. Ça peut être une détresse hémodynamique, donc là, c'est tous les signes de choc. Et ça peut être aussi une détresse neurologique, et donc on aura coma et troubles de la conscience en premier plan. Donc, on va voir maintenant comment identifier les signes de gravité qui vont imposer des décisions thérapeutiques immédiates, une prise en charge urgente. Donc, les premiers signes de gravité respiratoire, ça va être une polypnée, donc supérieure à 30 mouvements respiratoires par minute, ou au contraire une bradypnée, donc là ça sera inférieur à 10 par minute, ou la présence de pause respiratoire. Comme autre signe de gravité respiratoire, ça sera la cyanose, donc le fait d'être moins bien oxygéné, d'être bleu. Des sueurs, qui traduit l'hypercapnie, donc voilà, une mauvaise évacuation, l'accumulation en tout cas de dioxyde de carbone. La désaturation à moins de 90% d'oxygène, et le tirage respiratoire, donc des signes de lutte. Ça, c'est les signes de gravité respiratoire. Bon, c'est des rappels, parce que je pense que vous les connaissez. En tout cas, ça ne fait pas de mal de les citer. Les autres signes hémodynamiques, donc là, les signes de gravité sera l'hypotension artérielle. Donc là, ça va être globalement inférieur à 90 de systolique, c'est 90 mm de mercure de systolique et 60 mm de mercure de diastolique, ou la perte de plus de 20 mm de mercure par rapport à la tension artérielle de base, pression sanguine artérielle de base. Ça sera ensuite les signes de choc, donc les marbrures, les extrémités froides et l'oligurie. Oligurie, pourquoi? Parce qu'on va avoir une insuffisance rénale fonctionnelle par une baisse du débit sanguin, tout simplement. Donc voilà, les reins vont filtrer moins de sang, donc il y aura moins d'urine produite, donc une oligurie. Voilà pourquoi c'est un signe de choc hémodynamique. Et enfin, les signes de gravité neurologique, ça sera les troubles de la conscience, la confusion, l'agitation. Voilà globalement les trois signes de gravité neurologique. Alors, il faut savoir qu'il y a 4 urgences cardiovasculaires qui peuvent entraîner une douleur thoracique. Ça va être la dissection aortique, le syndrome coronarien aigu, le SCA, pour lequel on a déjà fait l'épisode, l'embolie pulmonaire, on a aussi fait l'épisode là-dessus, donc je vous invite à aller le réécouter si besoin, et la péricardite, ou la tamponnade, voilà, dans le cas le plus extrême de péricardite. Donc là, il y a un moyen mnémotechnique qui est pied, PIED, classique, comme le pied, voilà. Péricardite, infarctus, embolie, dissection. Voilà, donc le pied, c'est les 4 urgences cardiovasculaires qui entraînent une douleur thoracique. Alors, on va commencer du coup par la dissection aortique et on va voir un petit peu la sémiologie clinique fonctionnelle et physique. Donc bon, il y aura un chapitre qui va en parler plus précisément de la dissection aortique, donc ça ne va pas être dans les détails, mais voilà, globalement, quelle est la sémiologie clinique de la dissection aortique? Donc on aura des signes cliniques fonctionnels, une douleur thoracique brutale, intense, à type de déchirement ou coup de poignard, qui est typiquement migratrice, c'est-à-dire qu'elle va être transfixiante dans le dos et aussi vers les lombes, ça va descendre dans le bas du dos.
Parfois, on peut avoir des malaises ou pertes de connaissance, donc on appelle syncope, des troubles neurologiques aussi, du style obnubilation, aphasie, troubles sensitivo-moteurs. Ça, c'était pour les signes cliniques fonctionnels. Et après, pour la sémiologie physique, donc là, les signes physiques que l'on va avoir, ça serait une asymétrie tensionnelle. Donc là, on va avoir une différence de plus de 20 mm de mercure entre la gauche et la droite. On va avoir l'abolition de un ou plusieurs pouls, donc que ce soit radial, fémoral, poplité. On pourra entendre un souffle d'insuffisance aortique à l'auscultation. Et on peut aussi avoir un déficit neurologique, mais ça, on l'a déjà dit. Voilà. Alors, on va voir la démarche diagnostique dans les 4 urgences cardiovasculaires. Déjà, comme dans toute démarche diagnostique, on commence par l'anamnèse, par l'histoire de la maladie, l'interrogatoire. Donc, on va avoir la notion d'un terrain évocateur, donc un patient avec des facteurs de risque cardiovasculaires, un patient qui a un cancer, un patient qui a de l'hypertension artérielle, ça c'est peut-être le critère le plus important à retenir dans le terrain. Ça sera aussi, on va recenser les caractéristiques de la douleur, donc la localisation, l'irradiation, l'ancienneté, les circonstances de survenue, est-ce que la douleur est trinitrosensible ou pas, donc est-ce que quand on donne de la trinitrine, ça va calmer la douleur ou pas. On va rechercher les circonstances aggravantes de la douleur ou au contraire celles qui vont soulager la douleur. Et on va rechercher aussi le lien de la douleur avec l'effort, qui peut orienter vers l'angor, etc. La péricardite aussi. Ensuite, après l'anamnèse, on va rechercher les particularités de l'examen clinique, donc notamment les anomalies à l'auscultation cardio-pulmonaire. Est-ce qu'on a la présence ou pas des poux périphériques? On va mesurer la pression artérielle, bien sûr, et on va évaluer s'il y a une turgescence jugulaire ou pas, pour rechercher les signes d'insuffisance cardiaque droite. On va rechercher les signes de choc ou de détresse vitale, donc on les a cités un petit peu plus haut. On va ensuite réaliser et interpréter le CG, donc ça, il faut que ça soit fait très rapidement, pour vite traiter, parce que ça peut donner beaucoup d'informations, le CG. Et enfin, on fera un bilan biologique et d'imagerie qui seront orientés par les observations précédentes que l'on vient de citer. Voilà, c'est assez simple globalement, ça doit aller assez vite en tout cas. Alors, on va voir maintenant précisément les anomalies électrocardiographiques, donc sur le CG, des 4 urgences cardiovasculaires. Alors, les anomalies aiguës, elles vont être localisées sur le segment ST et l'onde T. Elles vont être associées toutes à un territoire myocardique, donc de V1 à V4, ça va être le segment, le territoire antéro-septo-apical, donc c'est-à-dire la face antérieure du myocarde, le septum, donc entre le ventricule droit et gauche, et apical, donc l'apex, la pointe du cœur, ça c'est de V1 à V4. D2, D3, AVF, ça va être le territoire inférieur. D1, AVL, ça va être le latéral haut. Et V5 et V6, ça va être le latéral bas. Après, si on veut avoir le ventricule droit, ça sera V3R, V4R. Donc ça, c'est sur le CG18 dérivation. Et pour avoir la face postérieure du myocarde, ça sera V7 à V9. Donc là, pareil, sur le CG18 dérivation. On va distinguer classiquement 2 tableaux. Donc pour le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST. Il faut, pour définir ce SCA ST+, un sus-décalage du segment ST de plus de 2 mm dans les précordiales, donc de V1 à V6, et plus de 1 mm en inférieur et latéral haut. Donc inférieur, je rappelle, c'est D2, D3, AVF, et latéral haut, c'est D1, AVL. Voilà, donc ça c'est la définition du sus-ST. Plus de 2 mm dans les précordiales, plus de 1 mm en inférieur et latéral haut. Il faut que ça soit dans au moins 2 dérivations contiguës d'un même territoire coronaire, donc 2 dérivations qui se suivent, du style V2 et V3, voilà, et que ce soit du même territoire coronaire, donc un territoire irrigué par la même artère coronaire. Généralement, on va avoir un sous-décalage, au contraire, en miroir, qui sera associé, en miroir, c'est-à-dire dans le segment opposé.
le territoire opposé, et un nouveau bloc de branche gauche, donc qui n'était pas présent sur un ancien ECG, doit être considéré comme un équivalent de ST+, si c'est associé, bien sûr, à un tableau aigu évocateur, donc si c'est corrélé à la clinique. Voilà, là on a un petit exemple de ce cas ST+, en inférieur et latéral bas. Voilà, inférieur pourquoi? Parce qu'on l'a en D2, D3, AVF. Et latéral bas, eh bien c'est V5, V6. Donc on a effectivement ce sus ST et on a un miroir en V1, V2 et on l'a également en AVR et D1, D1 AVR. Et AVL aussi, ouais, donc en latéral haut. Voilà. Donc ça, c'était pour le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST. Ensuite, on va voir le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST, donc qui est aussi appelé ST-. Et donc là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sus-décalage persistant plus de 20 minutes du segment ST. Donc on peut l'avoir à la phase tout à fait initiale, mais en tout cas, ça ne va pas durer plus de 20 minutes. Ça peut montrer un sous-décalage du segment ST, mais ce n'est pas obligé. Donc ça, c'est plus fiable si le segment ST est horizontal ou descendant. Donc là, on a un ECG, un exemple de ECG que je mettrai dans le post Instagram, où on a un sous-ST, un sous-décalage du segment ST. On va avoir aussi dans ce cas ST- une négativation des ondes de T. Donc là, on l'a sur un autre ECG, le CG numéro 3. Donc on a une négativation des ondes de T en V1 à V3 et D1 AVL, donc en latéral haut. Et on peut aussi avoir un ECG normal, notamment quand il est post-critique, donc après la crise douloureuse aiguë. Voilà pour les SCA, globalement les syndromes coronariens aigus. SCA ST+, SCA ST-. ST-, généralement, c'est parce que la coronaire s'est débouchée, en fait, tout simplement. Donc on n'a pas eu le temps d'avoir de signe de nécrose. On a juste eu la sténose, enfin, voilà, l'ischémie. Pour la dissection aortique, donc là l'ECG il est généralement normal dans la dissection aortique, mais on a un possible ST+, en cas de dissection qui serait étendue à une artère coronaire. Voilà. Donc si on n'a pas que l'aorte, mais qu'on a une artère coronaire qui est disséquée, eh bien on peut avoir un ST+, sinon le CG est normal. Pour l'embolie pulmonaire, donc là on a un exemple de CG que je mettrai également, il est très propre celui-ci d'ailleurs, très scolaire, ça fait plaisir. Donc on va voir une tachycardie sinusale, c'est-à-dire plus de 100 battements par minute, un aspect de S1Q3, donc qu'est-ce que ça veut dire le S1Q3? C'est qu'on a une onde S en D1 et une onde de Q en D3, tout simplement, S1Q3. Donc S et Q, c'est lié à la forme QRS. Donc voilà, dans le QRS de base, chaque lettre correspond à un infléchissement de la courbe. Et donc voilà, le S1Q3, ça correspond à ça. On aura aussi un bloc de branche droit. On aura une négativation des ondes de T de V1 à V3, voire même jusqu'à V4. Et on a aussi des anomalies ECG qui peuvent être absentes et donc un ECG normal. Mais ça, c'est plutôt rare. Voilà, donc ça c'est le CG de l'embolie pulmonaire. La tachycardie sinusale, le S1Q3, ça c'est les choses les plus importantes. Et la négativation des ondes de T de V1 à V4. V3, c'est le critère, mais ça peut aller jusqu'à V4. Et enfin, pour la péricardite avec tamponnade, donc on aura un sus-décalage diffus qui n'est pas systématisé à un territoire coronaire pour le coup, et le segment ST sera concave vers le haut, sans miroir, cette fois-ci, contrairement au SCA ST+, et on n'aura pas d'onde de Q non plus, de nécrose. On pourra avoir un sous-décalage du segment PQ, donc entre l'onde de P et le QRS, puis on aura une évolution ensuite vers une négativation diffuse des ondes de T. Et enfin, en plusieurs semaines, on aura une normalisation de l'ECG. On a aussi d'autres anomalies qui peuvent être évocatrices de tamponnade, donc le fait qu'il y ait un épanchement péricardique tout autour du cœur. On aura un microvoltage, pourquoi? Parce que les
les ondes électriques du cœur seront moins bien captées à la surface de la cage thoracique parce qu'il y aura cette épaisseur d'eau entre le cœur et la paroi thoracique. On aura aussi une alternance électrique, donc c'est-à-dire une variation de l'amplitude des QRS, généralement 1/2, et ça c'est ce qu'on appelle le swinging heart, le cœur qui va swinger un petit peu dans sa cage thoracique. Pourquoi ? Parce qu'il flottera en quelque sorte dans le liquide de la tamponnade, et donc il va bouger un petit peu à chaque battement, il va être un peu rotaté, on va dire, il va tourner à chaque battement, et c'est pour ça qu'il y aura une variation de l'axe en fait. Et donc on aura une diminution de l'amplitude des QRS, etc. Voilà ce qu'on peut avoir dans la tamponnade, et quand on a ça, c'est qu'on a beaucoup de volume généralement. Alors, maintenant, on va reconnaître la place et les anomalies de la radio thoracique dans les 4 urgences cardiovasculaires. Donc, un peu tous les examens complémentaires, comment ils vont pouvoir nous indiquer l'étiologie. Alors, la radio thoracique, déjà, elle est réalisée systématiquement devant une douleur thoracique. C'est la base. C'est inutile dans le cadre d'un SCA typique, voilà, à visée diagnostique en tout cas. Mais par contre, ça peut être une aide au diagnostic des 3 autres urgences, sachant que c'est non suffisant pour confirmer le diagnostic. Ça peut juste aider au diagnostic. Et ça permet aussi de faire des diagnostics différentiels, notamment le pneumothorax, la pneumopathie, qui peuvent aussi être des douleurs thoraciques qui sont du moins grande urgence, on va dire. Alors, les anomalies de la radio pulmonaire. Dans la dissection aortique, on peut avoir un possible élargissement du médiastin avec un double contour aortique. Donc là, il y a une radio en exemple avec un élargissement du médiastin qui est évocatrice de cette dissection aortique. Dans l'embolie pulmonaire, la radio elle est souvent normale. Voilà, on peut avoir une hyperclarté pulmonaire, une ascension d'une des 2 coupoles diaphragmatiques. On peut avoir aussi des atelectasies en bande. Et dans la péricardite avec la tamponnade, eh bien là, on aura une cardiomégalie avec un cœur qu'on appelle en carafe, voilà, qui sera vraiment gonflé de volume, donc il sera vraiment gros. Il aura une grosse silhouette. C'est lié à l'épanchement qu'il y a autour. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu l'imagerie, on va voir les examens complémentaires et notamment les examens biologiques que l'on va devoir prescrire et comment on va les interpréter. Alors, ça c'est bien sûr toujours dans les 4 urgences cardiovasculaires. On va commencer par un bilan biologique standard. NFS plaquette, un ionogramme sanguin avec la créatininémie et un bilan de coagulation. Ça c'est le bilan standard. Donc dans le bilan de coag, on met le taux de prothrombine, le temps de céphaline activé, le TP-TCA. Ensuite, on va mesurer les troponines ultrasensibles. Ça va être l'élévation des enzymes cardiaques, notamment dans le syndrome coronarien aigu. Ça va être dans une moindre mesure dans l'EP. Et on va faire un cycle de 2 mesures à 1 heure ou 2 heures d'intervalle si la première mesure est normale. Sachant qu'on a une élévation des troponines également en cas de myocardite qui sera associée à une péricardite. Donc voilà, généralement quand on a des troponines qui s'élèvent, on a plutôt une cause cardiaque. Attention, on nous précise bien que l'élévation de la troponine ne suffit pas à elle seule à faire le diagnostic de syndrome coronarien aigu. Il faut s'aider du contexte, de la clinique, puisque la troponine, comme on l'a dit juste avant, peut s'élever dans le cadre d'autres pathologies. C'est juste une aide, mais c'est un indice, voilà, mais ça ne suffit pas à faire le diagnostic. Donc voilà pour les troponines. Pour les D-dimères, donc ça on va pouvoir le faire en cas de suspicion faible ou modérée d'embolie pulmonaire, parce qu'une EP peut être directement éliminée si les D-dimères sont normaux. Il y a une très bonne valeur prédictive négative avec le dosage des D-dimères. Et ça va aussi éliminer la dissection aortique si les D-dimères sont normaux. Par contre, ça ne permet pas du tout la confirmation d'un diagnostic. Voilà, on va pas affirmer un diagnostic parce qu'il y a des D-dimères, parce que là aussi, ils peuvent s'élever pour n'importe quoi. C'est encore plus large que la troponine. Là, pour le coup, les D-dimères... Voilà, une petite atteinte pulmonaire, n'importe laquelle, un traumatisme costal, une pneumopathie, une fibrose, etc. Ça fait augmenter les D-dimères. Voilà. Ensuite, la CRP.
Donc ça, c'est le témoin d'un syndrome inflammatoire. Il y a un intérêt surtout pour la péricardite, mais ce n'est pas spécifique là non plus. Toute pathologie peut faire élever la CRP. Et enfin, les gaz du sang. Donc là, on va le faire surtout s'il y a une détresse respiratoire. Et on peut avoir ce qu'on appelle l'effet shunt, qui peut évoquer l'embolie pulmonaire. Voilà. Tac, tac, touc. Donc là, on va parler de la coronarographie, plus précisément dans le diagnostic et les principes de prise en charge du syndrome coronarien aigu. Donc, la coronarographie, elle permet d'identifier la lésion coronaire coupable et permet de décider de son traitement. Donc là, le traitement, ça va être une angioplastie avec un stent le plus souvent, parfois des pontages coronaires ou un traitement médical seul. Il faut faire attention, bien sûr, parce que c'est un examen invasif, c'est-à-dire qu'on va faire des explications préopératoires et on va recueillir le consentement d'un geste invasif diagnostique ou thérapeutique. Voilà pour la coronarographie. Allez, donc on continue avec les principes de la prise en charge du syndrome coronarien aigu et on va commencer par le SCA ST+. Donc ça, c'est l'urgence dans le SCA ST+, c'est la désobstruction coronaire. Donc déjà, il va falloir évaluer le délai entre l'ECG, donc qui permet de faire le diagnostic du ST+, et le délai avec l'installation en salle de coronarographie pour la mise en place du guide d'angioplastie. Donc là, c'est le début de l'angioplastie. Si ce délai est inférieur à 120 minutes, donc à 2 heures, l'angioplastie primaire va être recommandée. Par contre, si le délai est supérieur à 120 minutes ou à 2 heures, là, c'est la fibrinolyse qui est privilégiée, sauf une contre-indication à la fibrinolyse et sauf des symptômes qui durent depuis plus de 12 heures. Et donc cette fibrinolyse elle va être suivie d'une angioplastie de sauvetage en l'absence de reperfusion, ou cette angioplastie va être différée dans les 24 heures s'il y a une reperfusion. Dans le cas des syndromes coronariens aigus qui sont hors délai, donc plus de 12 heures après le début des douleurs, là l'angioplastie primaire elle reste indiquée en cas de douleur persistante, d'instabilité hémodynamique ou rythmique, donc des troubles du rythme ventriculaire, et une angioplastie est à considérer jusqu'à 48 heures après le début des symptômes, et au-delà, en l'absence de douleur thoracique, il faudra d'abord rechercher une viabilité dans le territoire infarci, donc qui n'a plus reçu de sang et qui est nécrosé, potentiellement. Voilà pour les SCA ST+. Donc si un délai de moins de 2 heures entre le diagnostic, donc le CG, et le début de l'angioplastie, angioplastie primaire. Si le délai est supérieur à 2 heures, fibrinolyse, puis angioplastie de sauvetage. Donc de suite s'il n'y a pas de reperfusion ou dans les 24 heures s'il y a une reperfusion. Et pour les SCA qui sont hors délai, donc plus de 12 heures après le début des douleurs, toujours angioplastie primaire qui reste indiquée s'il y a des douleurs persistantes ou des complications du style trouble du rythme, trouble hémodynamique. Et jusqu'à 48 heures après le début des symptômes, là c'est l'angioplastie qui est à considérer quand même. Voilà. Et pour le SCA non ST+, donc là il n'y a pas d'urgence de désobstruction de la coronaire, parce que c'est une obstruction ponctuelle on va dire. Donc là on va faire une coronarographie généralement dans les 24 heures, en particulier si on a une élévation de la troponine. Et il y a un cas particulier pour le SCA non ST+, qui est réfractaire au traitement médical, donc c'est-à-dire que le patient est toujours douloureux. Lui, il doit être amené en urgence, donc c'est-à-dire inférieur à 2 heures, en salle de coronarographie. Donc même si sur le CG, on n'a pas d'élévation du segment ST, mais qu'il y a toujours une douleur malgré la trinitrine et le traitement médical bien conduit, eh bien là, on va l'amener en salle de coronarographie. Voilà, pour le prendre en charge comme un patient qui a un SCA ST+. Alors maintenant, on va voir un peu les examens complémentaires d'imagerie, donc connaître un peu la place de l'échocardiographie, de l'échographie transthoracique, donc l'ETT. Là, ils mettent l'ETO, mais bon, ils nous parlent pas on en parlera juste après, l'échographie transœsophagienne. Et la tomodensitométrie thoracique, donc le scan thoracique tout simplement, dans le diagnostic de dissection aortique. Donc là, on va voir la dissection. Donc pour l'échographie transthoracique, la classique qu'on connaît, le TT, donc ça c'est un examen simple qui est disponible en urgence au lit du malade. Ça peut faire le diagnostic de dissection aortique,
Donc là, on peut voir un flap dans l'aorte, une dilatation aussi de l'aorte ascendante, donc directement à la sortie du cœur. On peut voir aussi les complications, donc est-ce qu'il y a un hémopéricarde, une insuffisance aortique, ou ça peut faire aussi des diagnostics différentiels. Par exemple, un SCA avec des troubles de la cinétique, par exemple, donc une partie du cœur qui ne se contracte pas bien ou qui ne se contracte plus. On peut voir aussi le cœur pulmonaire aigu, dans le cas de l'EP. Donc ça, c'est une dilatation des cavités droites du cœur, etc. Et donc, cette ETT, elle se fait de première intention chez les patients qui sont instables hémodynamiquement. Voilà. L'angioscan thoracique. Donc ça, c'est plus précis. C'est l'examen de choix pour le diagnostic positif de la dissection aortique. C'est un bilan aussi d'extension préopératoire, parce qu'on peut voir avec l'angioscan thoracique la visualisation d'un faux chenal, d'une porte d'entrée aussi. Et ça se fait, cet angioscan thoracique, chez le patient stabilisé. On ne va pas se lancer sur ça, sur un angioscan thoracique, si le patient est instable hémodynamiquement, justement. Et donc là, on a une belle coupe transversale d'angioscan aortique qui montre une dilatation de l'aorte ascendante avec la visualisation du vrai et du faux chenal, qui est plus sombre parce qu'il est partiellement thrombosé. Et donc ça, voilà, on le voit sur la dissection aortique et c'est la flèche qui nous le montre sur le schéma. Donc ça, je le mettrai aussi sur le post Instagram parce que c'est très intéressant. L'échocardiographie transœsophagienne, donc l'ETO. Ça, on passe directement dans l'œsophage pour amener la sonde d'échographie. Donc ça peut compléter l'ETT chez un patient instable. Et il y a une petite attention à faire là-dessus parce que l'ETO, en cas de suspicion de dissection aortique, elle doit être réalisée sous couverture anesthésique, idéalement en bloc opératoire, pour éviter un pic tensionnel d'une ETO en vigile, donc c'est-à-dire le patient réveillé, qui est très à risque dans ce contexte. Si on fait un pic de tension artérielle, ça peut faire péter la dissection aortique, enfin aggraver en tout cas la dissection aortique, faire péter l'anévrisme, et donc voilà, on le fait sous anesthésie générale pour pas qu'il y ait ce pic tensionnel. Et donc là on a une coupe justement en ETO qui montre une image de flap, donc c'est la flèche qui le montre, au niveau de l'aorte ascendante initiale, peu après la valve aortique qu'on voit aussi bien sur cette ETO. Voilà pour les imageries. Alors maintenant on va voir un petit peu les choses spécifiques à l'angor d'effort. Voilà les principales causes d'angor fonctionnel. Donc ça peut être un rétrécissement aortique serré, voilà tout simplement. Donc la valve aortique qui s'ouvre mal et que lorsque les besoins en oxygène augmentent lors d'un effort, il n'y a pas assez de débit sanguin qui peut passer par l'aorte, par la valve aortique en tout cas. Et donc ça va faire cet angor. Donc l'angor, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de débit sanguin dans les coronaires, et donc ça fait une souffrance du myocarde. La cardiomyopathie hypertrophique est également une cause principale d'angor fonctionnel. Les tachycardies, donc toutes les formes, notamment la fibrillation atriale. L'anémie peut faire aussi un angor d'effort, un angor fonctionnel. Parce que angor d'effort, c'est un peu un pléonasme au final, puisque l'angor, c'est la douleur thoracique lors d'un effort. Et l'hyperthyroïdie peut aussi entraîner un angor fonctionnel. Voilà pour les principales causes. Donc rétrécissement aortique serré, cardiomyopathie hypertrophique, les tachycardies, notamment la fibrillation atriale, l'anémie et l'hyperthyroïdie. Voilà. Et alors maintenant, on va voir les principales causes thoraciques de douleurs aiguës en dehors des 4 urgences cardiovasculaires, donc les fameuses PIE. Voilà l'acronyme PIE. Donc, ça peut être une pneumopathie infectieuse qui peut faire cette douleur thoracique aiguë, le pneumothorax, l'épanchement pleural et les douleurs pariétales musculo-squelettiques. Donc là, ça peut être des douleurs musculo-ligamentaires. Il y en a énormément aux urgences qui viennent pour ça. Des douleurs thoraciques pariétales, comme on appelle. Donc quand c'est reproduit à la palpation, souvent, on part sur des douleurs musculo-ligamentaires ou des fractures costales, qui fait aussi partie des étiologies de douleurs thoraciques aiguës.
Voilà, mais souvent on retrouve la notion d'un traumatisme dans les fractures costales, c'est pas pour rien. Donc voilà, et ça peut aussi être le syndrome de Tietz. Donc le syndrome de Tietz, pour pas vous dire de bêtises, je vais aller rechercher ce que c'est. Voilà, c'est une douleur et une sensibilité qui sont localisées dans une ou plusieurs des 4 côtes supérieures. Voilà, la plupart des cas, c'est les cartilages des côtes qui sont touchés. Et donc, on observe un gonflement ferme au toucher en forme de fuseau voilà, qui apparaît dans le cartilage de la côte touchée. Donc, en fait, ça consiste en des épisodes répétés de luxation chondrocostale d'une des dernières côtes. Voilà. Voilà, bon, pas plus. Tac, 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 donc c'est une douleur mécanique, toujours pareil. Voilà, donc ça correspond à toutes les douleurs pariétales musculo-squelettiques. Et c'est les causes moins urgentes, bien sûr, que les 4 qu'on a vues tout au long de ce chapitre. Et donc là, on va finir par les principales causes extrathoraciques de douleurs thoraciques, donc des choses qui se passent ailleurs dans le corps mais qui font mal au niveau du thorax. Donc c'est les douleurs projetées souvent, hein. Ça va être la pancréatite, la cholécystite. Voilà, ça peut faire des douleurs qui irradient au niveau qui peuvent être ressenties par le patient au niveau du thorax. L'ulcère gastro-duodénal aussi, le RGO, le reflux gastro-œsophagien, et le spasme œsophagien. Voilà, donc ça se passe pas à proprement parler dans le thorax, parce que c'est en arrière, mais voilà, ces douleurs de l'œsophage peuvent être ressenties comme des douleurs thoraciques. Voilà, donc pas plus, on en a fini avec ce chapitre-là, qui est très important, je pense, à connaître. Ça fait un bon rappel, en tout cas, sur toutes les pathologies qui peuvent donner des douleurs thoraciques aiguës, et qui sont souvent des maladies graves, qu'il faut prendre en urgence. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bon, j'ai pas été très régulier sur les derniers épisodes, là, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. C'est la fin de mon stage, donc là, c'est un peu compliqué. En termes d'organisation, voilà, il y a un déménagement à gérer, il y a des nouveaux... voilà, la fin de stage, c'est toujours un peu plus prenant qu'en cours de stage et les organisations bougent un peu. Donc voilà, j'ai pas réussi à enregistrer des épisodes autant que je l'aurais aimé. Donc voilà, dès que le prochain stage aura commencé, que je serai bien calé, le rythme redeviendra à peu près normal, je l'espère. Allez, et bien sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne nuit si vous l'écoutez le soir. Et puis on se dit à bientôt pour le prochain épisode. Ciao ciao.